Ce feu a commencé à l'immeuble Mutombodi Kembe depuis 2 heures du matin et nous attendons les autorités. Pour faire les enquêtes, 3 personnes ont perdu la vie. Les autorités sont appelées à renforcer la sécurité, la vigilance et le contrôle des installations électriques afin de pouvoir épargner la population de ces genres d'accidents à répétition. Kinshasa, nous partons cette fois-ci pour le Bandundu à la province du Koulou. Séjourne le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Sur place, il a procédé au lancement de l'opération Ndobo, également de la lutte contre l'insécurité et le banditisme dans cette partie du territoire national. D'autres détails dans ce reportage. Confrontés à divers problèmes d'insécurité, notamment les phénomènes Mobondo, les grands Bandundu voient le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, lancer cette dynamique de la gouvernance sécuritaire à la base. En présence de quelques notables et élus nationaux de ce coin, dont l'honorable Marie-Ange Doukiano Moufankolo, la vulgarisation de cette dynamique est une réponse efficace contre cette instabilité au niveau des communautés. Maintenant, nous sommes rassurés que tous les problèmes sécuritaires ont un cadre approprié pour des solutions idoines. Comme dans toutes les autres provinces où les communautés locaux de sécurité ont été lancées, les patrons de la sécurité nationale ont réuni les partis qui interviennent dans cette initiative pour la première phase de leur mise à niveau. Une initiative qui nécessite l'appropriation de la population, première bénéficiaire de cette gouvernance sécuritaire de proximité. La vision du président de la République, telle que traduite dans le 2e pilier du programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités de notre pays. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toutes les actions en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Remettre l'ordre au public et respecter la loi à travers toute la République est l'objet de la mission du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, qui depuis sa prise de fonction ne cesse de placer comme priorité une gouvernance sécuritaire efficace et de proximité qui met au centre de l'action les communautés locales, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale et anciens combattants et Takindu, chef-lieu de la province d'Imanima, s'y place la tenue la réunion du comité provincial de sécurité élargie. On en parle dans ce reportage. C'est une étape clé dans sa tournée à Kindu, dans la province du Maniema, visant à évaluer la situation sécuritaire et à renforcer la dynamique opérationnelle sur le terrain. Au cœur de cette rencontre, le commandant second de la 33e région militaire, le général de brigade Kazita Mukondo Olivier, a présenté un briefing détaillé de la situation sécuritaire de la province. Il a évoqué une stabilité générale malgré la présence sporadique des groupes armés Ouazalendo responsables d'actes de banditisme urbain et d'insurrection isolée. Des questions cruciales telles que la gestion des effectifs, l'approvisionnement, la spoliation du domaine militaire et la structure du commandement ont été débattues dans un échange franc et interactif. Dans les contextes actuels, la crédibilité de nos forces armées est primordiale. Vous avez le devoir, sans faiblesse, d'assumer pleinement votre mission fondamentale, celui de défendre les frontières de la République démocratique du Congo. Dans la foulée, le vice-premier ministre s'est rendu à la direction générale des travaux. Il a inspecté 2 projets d'envergure. L'extension de la piste de l'aéroport national de Kindu de 600 mètres et la construction de 3 centrales hydroélectriques. 2 initiatives stratégiques pour le désenclavement et le développement durable de la province. Il a poursuivi sa tournée au centre de santé militaire de référence de Luama, où il a échangé avec le personnel médical sur la qualité de soins offerts aux militaires et à leurs familles. Toujours fidèle à sa mission humaine de la défense, Maître Guy Kabombo Modianvita n'a pas oublié les épouses militaires, souvent en première ligne de soutien moral et social aux soldats. Lors d'un échange chaleureux, il a écouté leurs doléances
sur les conditions de vie et a rassuré que les efforts sont en cours pour améliorer progressivement leur quotidien. En signe de solidarité, il leur a offert un lot important d'épargne et une enveloppe conséquente, renforçant ainsi la proximité entre les autorités militaires et les familles des forces de défense. Et en Ituri, plusieurs miliciens armés du groupe d'autodéfense ont remis volontairement aux forces armées de la République démocratique du Congo au moins 24 armes de guerre. La cérémonie symbolique a eu lieu dans le territoire de Djougou. On en parle dans ce reportage signé Peggy Mukunda. Au total, 24 ex-combattants issus du village Lalo en chefferie des Mambissa ont remis 24 armes de type AK-47 et 112 munitions au FRDC. Ces armes ont été présentées au PDDRCS et réceptionnées par le général brigade Boni, le commandant second chargé des opérations et renseignements du secteur opérationnel Ituri. Dans le cadre des préparatifs de prochaines étapes de désarmement et de mobilisation des miliciens d'autodéfense actifs à Mabanga, dans le territoire de Djougou, une délégation mixte PDDRCS, 32e région militaire, Assemblée nationale, a effectué une mission samedi 23 août 2023, conduite par le coordonnateur provincial intérimaire du PDDRCS, Flori Kitoko Manyanga. L'équipe des missionnaires était constituée du chef d'antenne du PDDRCS Djougou, Honoré Kakwa, du député national élu de la circonscription électorale de Djougou, Daniel Ouyewa, ainsi que des représentants de la 32e région militaire. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé et des mobilisations de groupes armés au cœur de la restauration de l'autorité de l'État dans cette province, et cela conformément au deuxième pilier de la stratégie nationale du PDDRCS. Le coordonnateur provincial du PDDRCS a salué ce geste, soulignant qu'il s'agit d'un signe fort de la volonté de plusieurs jeunes de quitter la brousse pour s'engager dans la vie civile. Il a rappelé que ce processus est conforme à la stratégie nationale visant à mettre fin à l'activisme des groupes armés et à favoriser la paix durable en Ituri. Revenons à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lantsele, où s'est rendu le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito. Question de superviser les travaux d'élaboration et de production des documents des projets de loi de finances exercice 2026. Reportage d'Anita Luamba et de Chikobi Ponda. Pour l'exercice en cours et pour l'ensemble des arriérés, ça m'intéresse pour connaître la vraie information. Je donne un exemple simple, par exemple, par rapport à Bibois, dans la commune de Lantsele, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a supervisé le dimanche 24 août 2025 les travaux d'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Avec lui, son vice-ministre Élisée Bokoumouana et le secrétaire au budget, Pierre Ronquet, ont rencontré une centaine d'experts budgétaires mobilisés pour peaufiner les documents à soumettre au gouvernement, puis à l'Assemblée nationale. L'objectif pour Adolphe Muzito, produire un budget dit de combat, centré sur le développement, le social et l'investissement, tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt. 2026, nous sommes dans la lancée de pouvoir déposer les budgets dans les délais constitutionnels, et les équipes sont là par rapport aux nouvelles objectifs de l'élaboration du budget, pistonné par le VPM du budget, de sorte qu'on puisse atteindre les budgets à un niveau plus supérieur par rapport à ce que nous avons connu avant. Les travaux qui ont débuté le samedi portent notamment sur les recettes, les dépenses et les textes législatifs. En tout, 12 documents doivent accompagner le projet de loi. Le gouvernement espère ainsi proposer un budget ambitieux, mais aligné sur les réalités économiques du pays. L'on en vient maintenant à cette séance de travail que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a eu avec les diplomates de la RDC auprès du Royaume de Belgique autour de la réforme de l'administration publique telle qu'initiée sous la vision de la président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres détails dans ce reportage. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu ce lundi 25 août 2025 l'ambassadeur de la RDC auprès du Royaume de Belgique, Christian Dongala.
Au cœur des échanges figuraient les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs et la perspective de la numérisation des dossiers administratifs des diplomates par la fonction publique. Je profitais de mon passage à Kinshasa pour rencontrer le VPM fonction publique dans cette dynamique de l'opération d'identification des fonctionnaires de l'État. Donc je salue la démarche parce que ça éclaire, ça donne une nouvelle dimension dans notre fonction publique. Non seulement ça démontre la volonté du VPM de réformer notre fonction publique, mais aussi donner une autre image de la fonction publique. Parce que maintenant là, nos diplomates qui ont été identifiés font partie intégrante de la fonction publique. Donc c'est une démarche très très importante. Et aussi, au-delà de ça, j'ai tenu à témoigner, non seulement à rassurer le VPM fonction publique de notre volonté de l'accompagner dans cette démarche de réformer notre fonction publique. Donc il peut compter sur nous en tant que diplomates pour l'accompagner dans sa mission. Matérialisant les assignations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé il y a peu au lancement de l'identification biométrique des diplomates, démontrant ainsi la volonté du gouvernement de garantir une gestion moderne, fiable et centralisée des ressources humaines, y compris à l'étranger. Actualité également, nous sommes à moins d'une semaine de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national, les RDC, et entre-temps il est difficile d'y circuler tant le parent s'y presse et s'active également pour se procurer les fournitures du scolaire pour leurs enfants. On en parle dans ces reportages signés Peggy Mukunda. 1er septembre 2025, date maintenue pour la rentrée scolaire 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire national. À quelques jours de cette date butoir, les parents se pressent pour boucler la longue liste des fournitures exigées entre les enfants qui réclament leur marque préférée et les stocks qui s'épuisent rapidement. L'exercice vire souvent au casse-tête. La rentrée scolaire, dans quelques jours, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse vite pour moi parce qu'on n'a pas le choix. Oui, c'était déjà acheté depuis longtemps. Qu'ajouter quelques histoires seulement ceux qui étaient restés. J'ai beaucoup d'enfants, mais pour l'instant, je n'achète que pour le petit. Si certains choisissent d'anticiper dès la mi-août, beaucoup attendent les derniers jours pour effectuer leurs achats. Maria a commenté, on connaît la situation du pays, donc il faut vraiment bouger les quais pour chercher quelque chose parce qu'il n'y a plus de temps. Les responsables redoublent d'efforts pour répondre à la demande et attirer les clients. Comme toujours et comme d'habitude, c'est un immense choix pour nous et une dévotion de répondre toujours présent aux besoins de nos clients. Nous invitons le parent parce qu'il y a les fournitures scolaires qui sont mises en vente ici à des prix vraiment abordables. Venez vous en procurer, pour vos enfants, pour que la rentrée scolaire soit vraiment effective pour vos enfants. La rentrée scolaire n'est donc pas seulement un moment d'excitation pour les enfants, c'est aussi pour les parents un véritable marathon. Chaque année, c'est la même course contre la montre. La ville de Bouta va dans les tout prochains jours bénéficier des 20 km de routes modernisées et réhabilitées. C'est le vice-gouverneur de cette province d'Imawele qui a donné le coup d'envoi des 10 travaux de réhabilitation dans cette partie du territoire national. Un reportage. La population de la ville de Bouta dans l'effervescence ce lundi 25 août 2025 suite aux travaux de construction de la voirie urbaine du chef-lieu de la province. La cérémonie du lancement de ces travaux de modernisation de 20 km de la ville de Bouta a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur adi intérim Simo Gassao Yangouloumé. Les représentants de la société ZS Africa Solution expliquent comment les travaux doivent s'effectuer. Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser ces travaux avec sérieux, qualité et respect des délais. Je tiens à remercier les autorités locales et Bouta pour leur confiance et leur de son excellence, monsieur le gouverneur des provinces Mokeni Amis Mike David à mission, le vice-gouverneur et gouverneur adi intérim a tout d'abord rendu les hommages au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de lancer officiellement ses travaux. Au nom de son excellence Mokeni Amis David Mike, gouverneur de la province d'Ibaouélé en séjour historique, non seulement pour la ville de Bouta, mais aussi pour la province d'Ibaouélé entière, ici au rond-point Sécaténaire, pour lancer officiellement
les travaux de construction de 20 km de la voirie urbaine de Bouta. Pour la toute première fois, la population d'Ibaouélé aura le privilège de voir le goudron habiller nos routes. Là où pendant des siècles, nous avons connu la poussière, la boue, les difficultés de mobilité. Cet événement marque une étape décisive dans notre marche vers le développement durable. De l'autre côté, la population à l'IS témoigne leur joie et gratitude à l'endroit du président de la République et le gouverneur des provinces pour la concrétisation de ces projets. Les impressions de la population de la province de Bazouélé, c'est une expression de la satisfaction à l'endroit des chefs de l'État. Puis la province de Bazouélé voit ses rêves se réaliser. La population, elle est trop satisfaite de l'esprit managérial des gouverneurs de province et à travers son gouvernement provincial. Signalons que ces travaux sont financés par le Trésor public et sera exécutés par la société ZS Africa Solutions pour une durée de 22 mois. Avant de nous rendre dans les Hauts-Ouélé, revenons à Kinshasa pour parler de l'évolution positive des travaux de réhabilitation à l'avenir à Solongo. Nous sommes là dans la commune des Bandolungwa. Cette initiative vise à fluidifier la circulation, désenclaver également cette municipalité ainsi qu'à renforcer les liaisons entre Funa et Lukunga. Reportage. Cette nouvelle phase de la réhabilitation de l'avenue à Solongo s'étend jusqu'au prolongement de l'avenue Madouda à la jonction avec la Kasavubu. Satisfait du début des travaux, l'élu provincial de Bandalungwa, Jared Pandjou, a réaffirmé son engagement en mobilisant des jeunes volontaires issus de la base pour contribuer activement à la réussite du chantier et en assurant un suivi permanent pour l'avancement des travaux. Tout en remerciant les autorités exécutives, tant nationales que provinciales, l'honorable Jared Pandjou reste déterminé à poursuivre d'autres plaidoyers pour la réhabilitation des axes principaux de la commune. Nous sommes allés voir l'exécutif, tant au niveau provincial que national, pour soumettre les préoccupations concernant les questions d'infrastructure de la commune de Bandalungwa. Donc, nous avons mené le premier plaidoyer qui était la réhabilitation totale de l'avenue Kisangani, chose faite. Et là, nous sommes maintenant à l'étape de l'avenue Assolongo. Après l'avenue Assolongo, les travaux vont se poursuivre sur l'avenue Madouda jusqu'à sortir de l'avenue Kasavubu. Cette démarche vise non seulement à désenclaver la commune, mais aussi à rendre praticables toutes les artères principales pour le bien-être des Ndaloises et des Ndalois. Ça vient renforcer la circulation des personnes et leurs biens dans cette municipalité qui relie la circonscription de Funa à celle de la Lukunga par les communes de Kitambo et de Ngaliema. Et à marge, la célébration de la journée internationale des jeunes, célébrée les 12 août dernier dans la province du Haut-Ouélé, une rencontre d'échange avec les jeunes de cette province a été organisée au cours de cette même rencontre. Le gouvernement provincial du Haut-Ouélé a saisi l'occasion pour remettre également des motos neuves au structures du conseil provincial de la jeunesse. D'autres détails dans ce reportage. Célébrer de manière décalée pour des raisons d'ordre organisationnel, la Journée internationale de la jeunesse, édition 2025, a effectivement vécu dans la province du Haut-Ouélé. Les jeunes venus de différents horizons se sont retrouvés à la salle polyvalente de la résidence officielle du gouverneur à Isiro, autour de leur ministre provincial de tutelle, l'honorable Jacques Anzatepedanga Zatepedanga, représentant personnel du gouverneur Jean Bakomi Togambou à cette activité. Une journée riche en couleurs. D'abord, le partage de plusieurs communications sur l'éveil des consciences et ensuite la remise d'un don d'une dizaine de motos aux responsables de la jeunesse par le gouvernement provincial. De quoi exciter les représentants de jeunes à exprimer sa gratitude au nom de ses pairs. On a une joie immense parce que le gouvernement provincial, à travers son ministère de la jeunesse, a si bien pensé à cette journée. Nous demandons merci au gouverneur de province, son excellence monsieur Jean Bakomi Togambou, pour un lot de 10 motos pour la structure de la jeunesse. Pour sa part, le ministre Jacques Anzatepedanga donne des assurances sur la volonté du gouverneur de faire de la jeunesse du Haut-Ouélé un véritable levier du développement. On a appelé la jeunesse à l'autonomisation, à la proximité, à soutenir les institutions de la République et au patriotisme, à
rester cohérent. Le président de la République a dit que les jeunes peuvent devenir des entrepreneurs et ça leur permet d'être autonomes. L'honorable Jabakomi Togambo est toujours prêt au cri des jeunes. Le gouvernement provincial leur a offert 10 motos aux dirigeants des jeunes. Revenons à Kinshasa pour parler de cet atelier d'élaboration de plan d'action triennal des fonds de promotion de l'industrie. Autour de cette rencontre se retrouvent agents et cadres de cette entreprise. Question également de dresser un état des lieux des difficultés rencontrées dans les différents domaines de cette institution. On en parle dans ce reportage. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé l'industrialisation du pays au rang de priorité nationale, les fonds de promotion de l'industrie FPI amorcent une profonde mutation. L'ambition est claire, transformer l'immense potentiel du pays en richesse concrète et durable au bénéfice des populations. Dans son adresse au cadre et invité du FPI à cet atelier, le nouveau directeur général Hervé Claude Ntumba Batukonke a réaffirmé cette vision en insistant sur la nécessité d'un repositionnement stratégique. Pour lui, le FPI ne sera plus simplement un instrument de financement, mais bien plus qu'une véritable institution de développement moderne, robuste et centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Les travaux que nous entamons aujourd'hui sont donc cruciaux. Ils doivent nous permettre de sortir du statu quo et de nous doter d'un plan d'action réaliste, structuré et mesurable pour la période 2026-2028. Des priorités clairement identifiées, des indicateurs de performance précis et des mécanismes de suivi et d'évaluation rigoureuses. Notre démarche est guidée par un double objectif. D'une part, améliorer la performance globale de notre institution par une gestion rationnelle des ressources et d'autre part, contribuer activement à bâtir un tissu industriel congolais qui soit à la fois compétitif et performant. Au cadre experts réunis pour cet atelier stratégique, la direction générale a lancé un appel à des échanges francs, constructifs et innovants. L'atelier ouvert officiellement par ces mots empreints d'espoir et de détermination marque le début d'une dynamique nouvelle au sein du FPI avec l'ambition de faire de l'institution un acteur incontournable de développement industriel et économique du pays. L'unité et la paix, il en a été question lors d'une rencontre citoyenne dans la commune de Chimo-Ngafula à l'initiative du député national Tony Mwaba. Reportage. À Lukunga, dans la ville-province de Kinshasa, c'est une humaine qui s'est donné rendez-vous ce samedi 23 août 2025 sur le terrain Tumba, théâtre d'une mobilisation populaire impressionnante. À l'initiative de l'honorable prophète Tony Mwaba, cette rencontre a été l'occasion d'un échange direct entre l'élu et sa base. Les habitants de Lukunga ont exposé leurs préoccupations. Fidèle à sa philosophie du donner et du recevoir, Tony Mwaba s'est montré à l'écoute, renforçant ainsi son engagement qu'il a vu grandir politiquement. Un moment de recueillement a été à la mémoire des victimes de l'agression de l'Est du lendemain. Tony Mwaba a exprimé sa solidarité avec les populations meurtries. Mboka na biso ezali na kati ya bitumba. Notre pays est agressé dans sa partie est, voilà plusieurs décennies. Nos compatriotes sont morts. D'autres en souffrent jusqu'aujourd'hui. Et nous devons nous montrer solidaires envers eux. Mais certains sont en complicité curieuse avec le voisin. Les problèmes du pays nous concernent tous. Nous devons soutenir nos institutions, mais également et surtout le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce rassemblement confirme une fois de plus l'ancrage solide du professeur Tony Mwaba dans la Lukunga et la confiance qu'elle lui accorde qu'elle continue d'écouter. À l'actualité également, la ville de Kinshasa accueille depuis hier la 15e assemblée annuelle du consortium des fonds africains pour l'environnement. On en parle dans ce reportage. Premier à être créé en Afrique, le parc de Virunga fête ses 100 ans. Des parcs nationaux de la République démocratique du Congo infestés par des groupes armés
et des armées régulières des pays voisins. Des raisons suffisantes pour que se tienne à Kinshasa la 15e Assemblée générale du Consortium des fonds africains pour l'environnement, CAFE en sigle, dont le fonds Okapi est membre fondateur. Les participants venus des différents pays membres réfléchissent à Kinshasa du 25 au 28 août courant sur les financements de la conservation de la nature et de l'environnement. Victor Kabengele, président du fonds Okapi de la République démocratique du Congo, explique le sens du travail attendu à la fin de ces assises. Le consortium, comme je l'ai dit, regroupe l'ensemble des fonds fiduciaires. Les fonds fiduciaires ont pour objectif de collecter, n'est-ce pas, de l'argent. C'est ce revenu-là que nous mettons maintenant à la disposition. Nous finançons maintenant les parcs. Le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, qui se félicite de voir à l'agenda des travaux la question du bassin du Congo, est bien conscient de la responsabilité de la République démocratique du Congo dans la protection de sa biodiversité, unique au monde pour certaines espèces. Ces travaux aboutiront à la déclaration de Kinshasa, qui mettra davantage les divers acteurs devant leurs responsabilités. La lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, on en parle à présent dans ces journaux avec cette opération de sensibilisation de la population autour de cette maladie. Question d'encourager les dépistages réguliers et également la prévention. Reportage. Faut sauver de vie par la prévention du cancer. C'est le leitmotiv de la campagne de dépistage gratuit du cancer de sein et de col de l'utérus lancée par cette formation médicale. Le médecin directeur, le docteur Daniel Bachombe, explique le sens de cette campagne. L'objectif, ce n'est pas seulement de soigner. L'objectif, c'est de prévenir les complications. Par la plupart des femmes, ils arrivent dans un stade déjà beaucoup plus avancé du cancer. La prise en charge devient très lourde. Parce que le cancer des seins ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne les hommes. Toute personne à un âge beaucoup plus avancé, au-delà de 25 ans, nous sommes obligés de nous faire dépister. Nous faisons les examens des seins et nous prévoyons, s'il y a des suspicions de quelque chose, nous faisons les mammographies pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se former déjà. Et voilà, nous faisons aussi des colposcopies pour regarder l'état du col. Lorsqu'il y a suspicion de quelque chose, il y a une image qui est vue, qui n'est pas trop claire, ils font des colposcopies pour voir et faire les prélèvements aussi pour amener à la pâte. Donc, moi, je peux demander tout simplement à toute la population quinoise de se mobiliser en masse, pas seulement cette période de campagne, mais en tout cas que ça soit une habitude. Chaque après une année, 2 ans, 3 ans, de se faire dépister pour connaître leur état. Pendant 5 jours, soit du 25 au 30 août 2025, les potentiels malades ou les personnes en bonne santé vont bénéficier de soins gratuits, consultations, dépistage et prise en charge médicale par un personnel soignant qualifié. Et pour finir, la tenue du dialogue national pour une paix durable en République démocratique du Congo, c'est pour bientôt et pour bref. La feuille de route du pacte social et les biens vivre ensemble a été rendue publique par les représentants de la SENCO, de l'Église du Christ au Congo ainsi que ceux de la coalition interconfessionnelle. Explication Nicole Seseploka. Les conflits armés récurrents ayant ravagé la République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années n'ont pas laissé indifférentes les confessions religieuses. Face à cette situation, la plateforme des confessions religieuses au Congo ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation avait lancé l'initiative nationale pour une concertation inclusive des paix pour la réconciliation et l'unité nationale durable en RDC. La mise en application de cette initiative avec Monseigneur Donatien Cholet. Les éléments de la feuille de route constituant la trame du processus national inclusif de paix en République démocratique du Congo. Le mois de la paix. Cette première étape marque une transition stratégique entre les contextes de méfiance et les contextes de l'acceptation mutuelle en vue de mettre les uns les autres dans les conditions préalables à un dialogue national et inclusif. Les thématiques retenues, stratégie de défense nationale et de sécurité transfrontalière,
processus démocratique et prospective électorale, questions identitaires et cohabitation intercommunautaire, coopération régionale et traité des bons voisinages transfrontaliers. Enfin, justice et droits humains. Le dialogue des experts va poser les bases du futur pacte social pour la paix, a indiqué le révérend Eric Senga de l'ECC. Et c'est la fin de cette première édition du journal sur notre antenne, édition coordonnée par Jacques Kababa C. Edouga. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans les mondes, particulièrement à ceux qui nous ont suivis à partir de la commune de Maluku et des motels Fikine à Limete, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont suivis à travers les mondes. Merci également à nos équipes, à la rédaction, également à la régie.